Bonjour, je présente aujourd'hui la 45e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle se trouve dans la partie 4 de mon programme et sa version papier sur le site internet Nikonov 2017. Et nous sommes dans le deuxième principe de politique économique que j'ai développé, celui qui vise à réencastrer l'économie dans la nation et la démocratie. Cette 45e vidéo s'intitule « Mise en place d'un statut général des entreprises nationales ». Pour définir ce statut, j'ai repris l'idée du projet de loi du 31 décembre 1948 portant statut général des entreprises publiques. Mais pour ne pas confondre ma proposition avec ce projet de loi, qui n'a d'ailleurs jamais vu le jour, je parlerai de statut général des entreprises nationales. Pour le concevoir, nous nous appuyons également sur le statut général des fonctionnaires, issu de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi Le Pors, à laquelle nous empruntons quelques éléments. Enfin, nous avons repris certains des dispositifs du statut national du personnel des industries électriques et gazières, relevant de la loi numéro 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et sur le décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa version consolidée du 4 février 2016. Le statut général des entreprises nationales que je propose contient l'ensemble des règles devant s'appliquer aux entreprises désormais qualifiées de nationales et à leur personnel, le champ d'application de ce statut, le statut juridique des entreprises nationales, la gestion des entreprises nationales à l'échelle des établissements et des groupes, le statut appliqué au personnel, la mise en place d'une coordination des entreprises nationales, les relations avec l'État, le rapprochement des différents statuts professionnels dans toute la société. Commençons par le champ d'application du statut général des entreprises nationales. Sont appelées entreprises nationales toutes les entreprises détenues à 100% par la nation, que la nation soit représentée dans ces entreprises par l'État, une collectivité territoriale ou une autre entreprise nationale. Le statut général des entreprises nationales, procédant de la loi, s'applique à ces entreprises. Ce statut s'applique aux salariés de ces entreprises, ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques, en situation d'activité ou d'inactivité. Le personnel auquel s'applique ce statut est composé d'agents statutaires et d'agents temporaires. Les emplois dans les entreprises nationales sont assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires. La durée du stage dure 1 an, rémunérée selon la grille des salaires définie dans le statut. Passons maintenant au statut juridique des entreprises nationales. Les entreprises nationales sont des établissements publics industriels et commerciaux, les EPIC. Une action volontaire des pouvoirs publics consistera à stopper l'évolution néolibérale en cours depuis plusieurs décennies de transformation des EPIC en sociétés anonymes à capitaux publics majoritaires. Les entreprises nationales ayant un statut de société anonyme dans lesquelles la nation possède 100% des actions seront progressivement reconverties en EPIC. Un débat public aura lieu sur le point de savoir si les entreprises dans lesquelles l'État détient une participation minoritaire devront être nationalisées ou si le statu quo prévaudra. L'EPIC est la forme juridique des nationalisations de 1936-1937 et de 1944-1948. Il n'y a rien de neuf. En revanche, elle n'a pas été utilisée en 1982 car déjà à cette époque, le ver néolibéral était dans le fruit. L'EPIC reste cependant encore utilisé aujourd'hui, comme par exemple pour la SNCF ou Réseau Ferré de France.
Les EPIC sont soumis de la part de l'État à un contrôle strict et permanent en matière technique, budgétaire et d'opérations comptables. Les contrôles sont assurés par des commissaires du gouvernement et des contrôleurs d'État dans les conseils d'administration et par la Cour des comptes ou les chambres régionales des comptes. Chaque EPIC est rattaché à l'État par une double tutelle. D'une part, celle du ministère du Plan, d'autre part, celle du ou des ministères correspondant à la spécialité de l'entreprise nationale. Par exemple, la SNCF est sous la tutelle du ministère des Transports. La Société Générale sera sous la tutelle du ministère des Finances. Les EPIC spécialisés à l'échelle de la région, du département ou de la commune, et des EPIC interrégionaux, interdépartementaux et intercommunaux seront inclus dans le périmètre général des entreprises nationales. Le budget de l'EPIC est autonome. Il est détaché du budget général de l'État ou de la collectivité territoriale dont il dépend. Ce budget est alimenté par des ressources propres qui sont notamment constituées par les produits d'exploitation tirés du ou des services rendus contre rémunération, des libéralités, c'est-à-dire des transferts de droits ou de biens, des emprunts, des dotations de l'État ou des collectivités territoriales. Passons maintenant à quelques éléments sur l'établissement industriel et commercial, l'EPIC. L'établissement public administratif, l'EPA, EPA, et l'établissement public industriel et commercial, l'EPIC, EPIC, sont les deux régimes juridiques possibles d'un établissement public. Ils se distinguent par leur activité, le service public administratif pour les EPA ou le service public industriel et commercial pour les EPIC. Pour différencier ces activités et en déterminer le caractère éventuellement marchand, 3 critères sont examinés. L'objet de l'établissement, c'est-à-dire les missions traditionnelles de souveraineté ou d'action sociale pour les EPA, la production et la commercialisation de biens et services pour les EPIC. Ces ressources, surtout les redevances et tarifs payés par les usagers pour les EPIC, ces modalités de fonctionnement, identiques à ceux d'une entreprise privée ou non, sont ainsi des EPA, les caisses nationales de sécurité sociale, Pôle emploi ou quelques musées nationaux, par exemple le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le château de Versailles, etc. Sont des EPIC, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, l'Agence française de développement, l'AFD, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, l'Institut national de la consommation, l'INC, la RATP, Réseau ferré de France, les voies navigables de France, la SNCF depuis 1983, j'en ai déjà parlé, le Centre national d'études spatiales, le CNES, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, l'Office national des forêts, l'ONF, l'aéroport de Bâle-Mulhouse, la Monnaie de Paris, la Cité de la musique, etc., etc. Les entreprises suivantes sont désormais officiellement dans le secteur privé, alors qu'elles étaient auparavant des EPIC. Il s'agit d'Aéroports de Paris depuis 2006, d'EDF, de Gaz de France, de La Poste depuis mars 2010, de RTE, filiale d'EDF, de la CETA, aujourd'hui Altadis, totalement privée, de l'Eau de Paris, aujourd'hui en régie. Les EPA et les EPIC ne sont pas soumis de la même façon au droit public. Ainsi, un EPA relève en principe du droit public administratif. Son personnel est composé d'agents publics.
Ces décisions sont des actes administratifs et les conflits relèvent de la justice administrative, sauf exception. En revanche, un EPIC est largement régi par le droit privé. Son personnel est soumis en principe au Code du travail et s'assimile très largement aux salariés du secteur privé. Les contrats qu'ils passent avec leurs usagers relèvent du droit privé. Néanmoins, les frontières sont moins étanches qu'il n'y paraît et j'aurai l'occasion de développer ces questions dans une prochaine vidéo.